Paraula Libre, le média indépendante do país Nissar. Ça va, Samy? Oh là là, petit micro. Merci. Ça va, le voyage s'est bien passé pour venir de Créteil? Déjà, bonjour à tous. Bonjour à tous. On va enchaîner là-dessus. Bonjour à tous. Tu nous le fais en niçois, le bonjour à tous ou pas? Tu te souviens un peu? Non. Joël Serra, et Ben Bégout à Café des Igloun. Ah ouais, c'est oublié ça depuis moi, je me souviens que Nissa, déjà. Alors le voyage s'est bien passé? Oui, super. Ouais. Le vol, les chaleurs, tout. C'est bien passé. Le plus important, c'est d'arriver. Alors bienvenue à toutes et à tous, et puis je vous demande d'applaudir bien fort notre invité d'aujourd'hui, M. Samy Traoré, s'il vous plaît. Alors Samy, on va démarrer cette interview où je pense qu'on va un petit peu rigoler quand même, c'est juste. Sûrement. Vous avez quelques anecdotes, je crois, à nous dévoiler. Et donc, on va commencer. Donc, vous êtes né le 25 février 1976 à Créteil. Vous avez commencé à jouer un peu comme tous les jeunes, c'est-à-dire dans la rue, au collège, etc. Et puis, en fait, à 17 ans, vous êtes arrivé à Créteil. Vous avez commencé d'abord à la SBTT Paris, ensuite, alors, vous êtes arrivé à Créteil à 17 ans. Racontez-nous un peu votre arrivée dans ce club. Donc déjà, je n'ai pas joué mes premiers ballons à Créteil parce que je trouvais que c'était un club un peu particulier au niveau des rapports parents-entraîneurs. C'était particulier. Il y a beaucoup de, on va dire à l'ancienne, on appelle ça les fils à papa. Donc c'était pas la même conception du football que j'avais. Donc je suis parti de la SBTT de Paris, puis après je suis venu pour jouer en moins de 17 ans nationaux à Créteil, comme c'était au niveau de la région. D'ailleurs, ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas joué en 17 ans nationaux parce que j'étais un peu bordélique. Je n'étais pas bien concentré sur le football à l'époque. Donc j'ai sauté les 17 ans et j'ai été surclassé avec les seniors. Et à 18 ans, voilà, j'ai fait mes premiers matchs nationaux à 18 ans. Voilà. Donc en national en 1998, et puis ensuite le club monte en Ligue 2, et là vous jouez en Ligue 2 de 1999 à 2002. Donc, et notamment, il y avait le gym dans la même poule. Ouais, tout le temps. À chaque fois. Toujours opposé au gym. Ouais. Alors donc, on va parler de votre arrivée au gym. Alors vous savez que vous êtes le plus grand joueur ayant évolué à l'OGC Nice. Ouais, par la taille, bien sûr. Non, par le talent. Par le talent, pour moi, c'est... Non, pas par la taille, il est très bon joueur. Alors c'est un 94, un mec qui disait un 94, un 95, un 96, vous savez, non? Moi, celui qui veut un 94, il prend un 94, celui qui veut un 95, comme on veut, alors. Oui. Alors en fait, vous êtes arrivé en fait à Nice. Au début, vous ne vouliez pas venir à Nice quand Gernot Rohr, qui était votre ancien entraîneur à Créteil, donc, a repris le GC Nice. Et vous ne vouliez pas venir parce que vous disiez, nous, à la limite, à Créteil, on est aussi bon que Nice, voire meilleur, parce que à l'époque, les 2-3 saisons que vous avez fait à Créteil, vous terminiez devant le GC Nice en Ligue 2. Oh, pas spécialement devant, mais on terminait peut-être nous 10e et eux 11e, ou nous 11e et eux 10e, peu importe. Mais c'était équivalent à peu près, donc je ne voyais pas l'intérêt spécialement de venir. Après, suite à ça, l'année où on propose de venir, suite à ça, le gym monte en Ligue 1. Donc voilà, première constatation, on est passé à côté du train. Puis derrière, il y a Gernot qui tape à la porte et qui veut absolument me faire venir. Et puis voilà, puis s'ensuit mon arrivée. Voilà, les gens vous ont dit, attends, il faut y aller. Jouer en Ligue 1, c'était quand même quelque chose. Quand on est footballeur, c'est quand même un chose. Quoi qu'il en soit, moi j'étais à Créteil, j'étais implanté, j'étais à la maison, j'étais presque capitaine de cette équipe en D2, donc c'était l'enfant du coin. Elle marche pas Non. Marche pas celle-là? Un, deux. La place des elle marche. C'est bon? Ouais, c'était mieux. On va parler plus fort. D'accord. Un, deux. Et donc, c'est vrai que vous aviez Romain Quito aussi, qui était un de vos coéquipiers à Créteil et qui était arrivé à Nice l'année d'avant. L'année d'avant, ouais, il a été transféré l'année d'avant, l'année de la montée, où il monte de D2 à D1. Romain faisait partie de cette équipe. Et donc, il vous a conseillé de venir? Aussi, bien évidemment, mais après ça reste la Ligue 1, donc il fallait venir. Alors, c'était dans l'équipe, il y a un petit un faux contact, là. Je vais repasser un tout petit peu. Un, deux. Oui, donc dans l'équipe à l'époque, il y avait quand même, on va le rappeler, José Cobos, Peterson, Pancho Abardado, Poussin Mélin, Caballawara, Éric Roy, Delanier, Noé Pamaro, Bruno Valencourt, Pablo Rodriguez. Donc
Vraiment une belle équipe qui venait de remonter de Ligue 2 et qui arrivait en Ligue 1 et qui fait un début de championnat canon. Vous vous souvenez de ce début de championnat? Enfin, vous êtes arrivé un petit peu plus tard, vous êtes arrivé fin du mercato. On a fin du mercato, mais on est resté premier, ouais, on a joué le titre à la trêve hivernale. On perd le titre sur le dernier match de la trêve, avant la trêve, je crois. De premier, de championnat, ouais. D'automne, juste avant, dernier match avant la trêve, je pense. Puis voilà, ça reste, même pour l'OGC Nice, je pense que ça reste une des belles épopées. Être premier comme sur le championnat sur la durée, ça s'est pas arrivé beaucoup de fois, je pense non plus. Et puis vous disiez qu'à l'époque c'était l'équipe de revanchards, parce que le club avait, l'OGC Nice n'avait pas trop d'argent pour recruter, donc il y avait beaucoup de joueurs prêtés ou des joueurs gratuits qui étaient venus. C'est pas la même époque que maintenant, hein, c'est sûr. Mais on faisait avec nos moyens. Voilà, on avait notre petit stade duré avec nos petits salaires, mais on s'en sortait bien. Alors on va parler un petit peu de certaines anecdotes. Alors notamment, vous veniez en voiture, je crois, avec Pancho Bardonado, c'est ça? Oui, je venais avec Pancho, mais comme je venais d'arriver de Paris, je n'avais pas le permis, moi. Mais Pancho ne savait pas qu'il n'avait pas le permis, je ne l'avais pas dit. Donc c'est moi qui l'emmenais à l'entraînement le matin quand on était à Carrosse. Et il me voyait des fois monter un peu sur les ronds-points quand on était un peu en retard. Il me disait, mais comment ça se fait tout ça? Mais j'ai pas le permis, Pancho. Et après, ça va, ça a été. En fait, donc, vous me disiez, vous êtes resté quand même 4 ans sans permis, quoi. 4 ans sans permis, ouais. Donc, et quand il se faisait arrêter par les gendarmes, il faisait un autographe, et les gendarmes disaient, ah, Samy et tout. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. J'allais pas leur dire quand même, non. Trop fort. Ça va, ça, c'est l'anecdote. J'étais prudent quand même sur la route. En fait, vous avez passé le permis en Nice. Ouais, en montant à Paris après. Et vous l'avez vu rapidement, en fait, alors? Tout de suite. Bah oui, 4 ans. 4 ans de conduite sans 4 ans de conduite. La voiture n'était pas sans permis, hein, moi, c'est une vraie voiture. Non, c'est Sako qui avait une voiture sans permis. Ah oui, c'est vrai. Moi, ça va. Alors, en fait, vous jouez votre premier match, c'est Farouk contre le Nice Marseille. Vous vous souvenez de ce premier match? Je suis remplaçant. Le premier match, j'arrive remplaçant contre Marseille à domicile. On fait 0-0. Voilà, on fait 0-0, je crois. Match nul, je crois. Ouais, c'est possible. Match nul, et après on passe au chaud, je crois, derrière. Non, et on passe au chaud, je crois, derrière. Après. Et puis il y a la victoire aussi. Alors, il y a 2 matchs importants dans cette saison. Il y a la victoire à Auxerre. Vous vous en souvenez de celle-là où vous jouez à l'époque à Auxerre, il y a Djibril Cissé, Philippe Mexès, Olivier Capot. Et puis on gagne 2-0, c'est vous qui marquez le deuxième but dans les arrêts de jeu. Ouais, le premier Ouloufadé. Il est remplaçant, il rentre 5 minutes avant moi, il marque, et moi le deuxième, je rentre derrière et je marque sur un centre de Noé. Et c'est votre premier but de Ligue 1? Ouais, c'est mon premier but de Ligue 1. Ouais. Qui c'est qui fait le centre? Noé Grosse Cuisse. Pamaro. Alors, parlez-nous des cuisses de Pamaro, parce que vous m'avez raconté l'histoire sur ses cuisses, il était un peu complexé d'ailleurs. Bah ouais, non, mais après ça a été quand même les plus grosses cuisses du championnat, c'est pas rien. Donc ça doit être difficile à porter tous les jours. Après, au niveau de ses jeans, il était un peu en galère parce qu'il était obligé de mettre des tailles un peu plus amples. Oui, il mettait du 50, je crois. Bah avec les grosses cuisses, c'est normal. Un peu pas de défend pas, mais c'est normal. Il paraît qu'il y avait une crise de rire à chaque fois qu'il y avait les nouveaux shorts qui arrivaient début de saison, enfin parce qu'il n'arrivait pas à rentrer le short, quoi. Le short, il s'arrêtait là, ça passait pas. Parce que je sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais c'était vraiment costaud, c'était vraiment énorme. C'était mesuré, ça ne va plus de nos jours. Oui, mais c'était des cuisses 4 fois la mienne. C'est pour ça qu'on était costaud derrière. Alors, vous disiez que le groupe était un petit peu fou à l'époque, il y avait un super état d'esprit, mais que le groupe était un peu fou. Alors, racontez-nous un petit peu pourquoi vous disiez pourquoi il était fou en fait. Non, après, c'est que des joueurs, la plupart c'est beaucoup de joueurs revanchards, beaucoup de prêts, beaucoup de joueurs qui découvrent la Ligue 1. Donc on était c'est plus la même génération que maintenant. Les jeunes de maintenant ils découvrent la Ligue 1 à 17 ans, 19 ans. Nous on l'a découvert la plupart 20 ans, 22 ans, moi 26. Et quand tu découvres la Ligue 1 à cet âge-là avec un groupe de super joueurs, il n'y a que des fatigués. Après les résultats n'arrivent pas par hasard. Il y a du travail, mais il y a aussi cette entente. L'équipe de France ne gagne pas la Coupe du Monde parce qu'ils ont seulement des qualités. Ils gagnent la Coupe du Monde parce qu'ils ont des qualités et ils ont le groupe qui s'est mis à disposition pour gagner cette Coupe du Monde. Et nous, c'est ce qu'on avait fait. On avait mis un groupe à disposition de tout arracher. Et voilà, c'est bien passé.
Alors l'année suivante, donc 2003-2004, alors là notamment, il arrive un grand joueur, Lilian Lasland. Et alors début de saison, moi je me souviens, vous faisiez des concours de... Pourtant début de saison, c'était le mois d'août. Vous faisiez des concours de manteaux de fourrure. Vous arrivez à l'entraînement des manteaux de fourrure tous les deux. Alors, comment ça se passe? Vous avez des prix ou quoi? Non, après les gars ils veulent bien s'habiller, moi j'aime bien m'habiller aussi, mais c'était pas que des manteaux de fourrure. Mais après, l'arrivée de Lilian nous a fait énormément de bien dans la joie de vivre, parce que c'est un mec qui a cette joie de vivre, et dans le professionnalisme aussi. Quand même, ça a été quand même un grand attaquant français quand même. Et le voir jouer à Nice avec nous, il nous tirait tous vers l'avant, c'était pas mal. Oui, il a eu une dizaine de sélections, je crois, en équipe de France. C'est pas rien, c'est pas rien, non. Alors vous me disiez que vous faisiez des concours de tournée. Enfin, quel genre de tournée? Vous disiez quoi à l'époque? Vous faites de l'eau. À part pendant le festival de Cannes, on fait de l'eau. Alors il y a pas mal d'anecdotes, parce qu'il y a aussi... alors justement, c'est Lilian Lasland qui nous racontait cette anecdote. Il dit un jour, on est sorti en semaine, donc vous sortiez toujours en début de semaine. Hein. Ouais, toujours. Hein, jamais, vous ne sortiez jamais avant les matchs? Non, l'avant-veille, jamais. L'avant-veille, jamais. Et donc vous étiez sorti en début de semaine, et donc vous êtes rentré assez tard, donc l'entraînement avait lieu à 9h, vous êtes rentré à 8h, et donc vous êtes allé directement sur le Charlemagne, donc avec les voitures, et vous avez dormi 1 heure dans la voiture. C'est des anecdotes, ouais. C'est Frédéric Antonetti qui est venu frapper à la porte pour vous. Le problème, c'est que quand tu sens, il faut assumer. Et nous, on a assumé, puisqu'on était déjà à l'avance. Donc on a assumé. Mais non, après ça fait partie des trucs, ça fait partie de ces vies de groupe. Je pense que n'importe quelle personne qui travaille dans une entreprise et là c'est une bonne ambiance. Créer des liens avec les gens qui y travaillent, ne serait-ce que créer des liens, c'est aussi sortir un peu avec ces gens-là, sortir du cadre du football, parce que nous on est toujours cadre footballistique. Et là quand tu sors un peu de ce cadre, tu apprends vraiment à connaître les personnes autrement. Et quand tu apprends à les connaître autrement, ben, des fois tu es surpris et tant mieux. Et vous disiez que malgré tout, quand vous arriviez un petit peu en retard, enfin un petit peu en avance comme ça à l'entraînement, Lilian il était au top, quoi. Il arrivait quand même à... Non, Lilian, c'est une force de la nature. Mais toujours premier dans les exercices physiques, c'est très costaud, ouais. Alors saison 2003-2004, donc on termine 11e, encore une belle saison. Hein. Et on va passer à la saison suivante, 2004-2005. Donc là il y a Florent Ballon qui arrive, Poussin Mélin, Marama Daïvoa, Olivier Chouafny, entre autres, hein, on ne va pas citer tous ceux qui sont revenus cette année-là, et un certain Hugo Lloris qui démarrait. Donc vous avez une anecdote aussi avec lui, parce que vous habitiez l'appartement à côté de lui. En fait, moi j'habitais, on était dans la même résidence. Moi j'étais, je crois, au 6e ou 7e, lui il était au rez-de-chaussée. Et comme lui il n'avait pas le permis, il était encore plus jeune, mais moi j'avais pas le permis, mais j'étais plus vieux. Je l'emmenais quand même à l'entraînement. Donc on avait rendez-vous une demi-heure ou 3 quarts d'heure avant en bas, et puis je l'emmenais à l'entraînement. Alors comment il était avec vous à l'époque? Vous aviez senti, déjà, vous me disiez que vous aviez senti qu'il était très fort, donc il était à la fois calme en dehors du terrain, et sur le terrain il était assez expressif quand même. Non, quand il est sur le terrain, il est déjà dans un rôle de gardien. Un rôle de gardien, il a tout le jeu face à lui, donc déjà il est dans le remplacement, dans les indications. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on croit que c'est quelqu'un de timide, de très renfermé. Non, pas du tout. C'est quelqu'un comme tout le monde qui aime rigoler, s'amuser. Et quand il est sur le terrain, après il est directif, mais déjà on voyait les prémices d'un futur. Après pour déloger un gardien comme Valanconi ou Gregorini, il faut quand même être bon. Ouais, qualité, ouais. Donc voilà, on voit la carrière qu'il a à l'heure actuelle. C'est pas volé. Alors vous m'aviez parlé aussi d'un joueur, alors il n'a pas trop joué, hein, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, peut-être les plus fidèles, c'est Oumar Bakary. Oui. Donc il a joué, je crois qu'il a joué 7 matchs avec nous. Il était fou, c'est normal. Voilà, vous m'expliquez qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il était fou en fait? Non, il était fou parce que déjà hors football il était complètement dingue, mais après dans le cadre footballistique il est capable de venir à l'entraînement 2 jours, de ne pas venir 3 jours, de ne pas venir 5 jours, de venir 2 jours. Et comme moi j'étais un peu plus âgé que lui, j'ai essayé de le protéger à chaque fois. Et Carnot à chaque fois il me faisait des remontrances en disant mais il est où ton petit frère? Je dis c'est pas mon frère, mais je sais pas, il a disparu, il a mal aux dents. Voilà, c'est un joueur avec des qualités, donc c'est bête, mais
c'est comme ça, c'est la vie. Il paraît qu'il avait fait pas mal de crédits dans toute sa vie, hein. Dans tous ses bords. Ouais, c'est pour ça qu'il fait partie de sa folie. Il a fait un peu des dingueries. Il est encore un peu trop jeune, je pense, pour le football. Il a 1m95, donc aussi grand que vous. Hein. Ouais, aussi grand que moi. Mais pas le même talent, enfin. Ça, c'est clair. Alors, donc, cette saison, on termine 12e d'ailleurs, en avril 2005, pardon. Bernard est remplacé par Gérard Bucher, parce que les résultats étaient assez moyens, un peu plus moyens cette année-là. On se souvient un peu de ce changement d'entraîneur. Oh, ouais, c'est Gérard qui nous reprend. Après, Gérard, on n'a jamais eu de problème avec lui, tout s'était bien passé, mais ça savait que c'était temporaire. Après, on savait que c'était temporaire, donc on s'est fié à ce qu'il nous demandait, on a fait du mieux possible. Voilà, pour terminer le mieux possible. Donc l'année suivante, 2005-2006, ils ont Frédéric Anthony qui arrive, avec notamment Baki Koné, Cyril Roll, Ederson. Donc Cyril Roll a un bon ami à nous aussi. Hein. Ah, c'est mon poulet. C'est mon poulet, grosse cuisse. Et gros mollet lui aussi. Mais c'est pareil, il était calme en dehors et sur le terrain, c'était un fou, quoi. Ouais, ben, c'est une énigme. J'arrive pas à comprendre comment tu peux être aussi calme et aussi gentil hors football et après quand le fil rouge et le vert se touchent, c'est plus les mêmes personnes. C'est bizarre. Mais après, c'est outre sa folie. C'était un super technicien, par contre. Ah ouais, il voulait mettre un petit point par match. S'il mettait pas un petit point, il n'était pas d'accord. Il veut mettre son petit point par match. Ça dénote bien la folie. Ah oui, non, c'est sûr. Alors bon, il y a une mauvaise, une bonne et un mauvais souvenir, c'est cette finale contre Nancy. Ah, ça reste pas bon. Oui, enfin, c'est quand même. Ah non, ça reste pas bon. Mais ça reste pas bon, mais c'est malgré tout, on arrive en finale. Bon, après, arriver pour là-bas pour la perdre, ça m'intéresse pas. Autant il me fasse éliminer ici au premier tour contre Strasbourg, je sais pas qui. Après, c'est malheureux, c'est la vie, on a essayé de. Parce qu'on était favoris cette finale. Hein. Ah ben, la prochaine fois, j'espère qu'on sera pas favoris alors. Après, voilà, c'est les aléas du football. On aurait aimé rendre toute cette ville heureuse par rapport à cette victoire en Coupe de la Ligue. Ça n'a pas été possible. On a fait quand même monter 40 000 ou 35 000 niçois. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Donc, c'est ce que je disais la dernière fois. J'aimerais bien que Nice, au cours des années qui arrivent, même cette année, ne serait-ce qu'elle essaie d'accrocher, ne serait-ce qu'une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, pour faire kiffer toute cette ville. Après le championnat, on sait que c'est pipé d'avance, on va pas se voiler la face, mais allez, une petite coupe pour tout le monde vivre un peu, ce serait bien. J'aimerais bien. Alors, on aimerait bien aussi, mais bon, à ce moment avec le PSG, il reste tout, alors c'est un peu compliqué. Ouais, on va leur dire tout à l'heure qu'il laisse. Mais il faudrait qu'il laisse un peu de trucs. Mais il est sans puis c'est tout. Non, je vais leur parler maintenant. Alors on se souvient justement d'un match contre le PSG, vous étiez à côté d'Issois et vous marquez, vous gagnez 1-0, vous marquez de la tête. Ouais, vous vous souvenez de ce match et cette ambiance? Ouais, bah c'est la même année parce que c'est la même année. Il fallait que je prenne un carton jaune pour pouvoir jouer la demi-finale de Coupe de la Ligue. Donc j'en ai profité pour jeter mon maillot devant l'arbitre. Et d'ailleurs il m'a mis un carton jaune, j'étais content qu'il me le mette, je lui ai dit merci. Et c'est sur le but, donc j'ai fait d'une pierre deux coups, je me souviens. Et en plus on bat pareil, ouais, tant mieux. Et au match retour aussi? Et au match retour, aussi. On gagne 2-1. On gagne 2-1. Donc belle époque, belle année quoi. Ouais, moi, mais pour ces deux matchs-là, oui. En tout cas, personnellement, contre Paris, on n'a pas perdu souvent cette époque-là. On a quelques matchs, bien sûr, mais on n'a pas perdu souvent. Alors, pour rappeler, vous avez quand même marqué, vous étiez quand même défenseur central, et vous avez quand même marqué 15 buts en 4 saisons, en comptant les matchs de Coupe de France. Donc c'est quand même, ça fait 4 buts de moyenne, c'est quand même pour un défenseur central, il y a des avancements qui ne les mettent pas. Hein. Ouais, bah, j'espère qu'il y a un défenseur central qui mettra 15 buts en 4 saisons à Nice, on verra bien. Même si c'est pas la même époque. Oui, non, c'est sûr, mais non, enfin, il faut les mettre quand même. Hein. Non, c'est pas moi, il y a des bons tireurs qui m'envoyaient les ballons direct sur le nez. Vous avez tiré 2-3 pénaltys aussi? Ouais, tiré des pénaltys aussi. Partagé avec Marama qui tire aussi. Ouais, aussi Marama, ouais. Alors vous aimez bien, vous n'êtes pas venu avec une casquette, parce qu'à l'époque vous aimez bien les casquettes. Hein, je sais. Non mais là c'est bon, j'ai 42 ans, je suis vieux maintenant. Casquette. J'ai plus de cheveux. Je profite encore un peu du soleil aujourd'hui. C'est bon, c'est son époque. Et puis vous écoutez toujours de la musique, un peu de rap? Toujours un peu de tout. De rap, de tout. À l'époque, je me souviens, vous étiez. De tout, toujours. Dans la chambre d'hôtel, juste avant, j'écoutais de la musique. Et alors vous écoutez quoi en ce moment? Qu'est-ce que vous me conseillez? Ça dépend des goûts. Ça dépend, je sais pas, il y a de la variété française qui est sympathique, il y a du Maître Gims, je sais pas, il y a des ska, je sais pas, des chanteurs français, je sais pas. Après, ce
Il y a Benjamin Violet. Ouais, ça va. Non, il y a des... Alors pendant que... on va parler aussi de vos autres qualités, c'est que vous aimiez bien manger, ça se voit pas, mais notamment les petits kebabs, tout ça, kebab, quick un peu. J'ai mangé à McDo, on va dire. On est en famille, on va pas se mentir, non? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, vous avez surnommé Greg Frites. Ouais, Parce que vous aviez de temps en temps à manger un petit kebab, et en fait, j'en mange toujours. Hein. vous étiez jamais blessé. Ben non, là j'ai 42 ans, je pense qu'il y en a qui aimeraient bien avoir mon petit ventre à 42 ans, je pense. Voilà, alors, contrairement aux mecs qui ne pouvaient pas faire ça, un pancho par exemple. Un granola, Pancho ne le mange pas. Un granola, c'est 500 grammes, il ne mange pas. Ouais, pancho avoir l'ado, il profitait tout de suite. Lui. Non, donc Voilà. C'est comme ça, hein, mais bon. Là, chacun son métabolisme. Alors 2006, là, c'est l'année où vous quittez le G6. En fait, vous avez une offre du PSG, donc bon, après on peut comprendre effectivement que de passer dans un club qui avait déjà une certaine notoriété, bah, c'était intéressant pour vous, on reconnaissait vos qualités. Bon, ça a été un petit peu compliqué avec les dirigeants à l'époque parce qu'ils voulaient vous garder, ils estimaient que le transfert n'était pas assez... Non, c'est pas qu'ils voulaient me garder. Si tu veux me garder, quand je te donne ma priorité, tu me démontres que je suis une priorité. Après, quand moi je te donne ma priorité et tu relèves pas, c'est que tu ne veux pas me garder. Donc forcément, on s'est pas mis d'accord. Moi, je leur ai dit qu'il n'y avait pas le Saint-Germain qui allait venir aux abois. Eux, ils ont dû croire que je blaguais. Je les ai prévenus qu'une fois que Paris allait rentrer en retraite avec eux, toute discussion avec l'OGC Nice s'arrêterait là. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, après, ils ont voulu augmenter le transfert. Je leur ai dit que ça fait 4 ans que je suis arrivé, vous m'avez recruté pour zéro. Même pas une Clio. Non, mais vous pouvez me laisser partir gratuit pour service rendu quand même. Non. Donc je suis parti à 1,5 million et voilà, fin de l'aventure niçoise. Alors vous avez gagné quand même une Coupe de France avec le PSG, c'est ça? Ouais, finaliste de la Coupe de France, une gagnée, une perdue, et puis finaliste avec Nice en Coupe de la Ligue, perdue aussi. Et puis vous avez joué bien sûr, on va en parler aussi, vous avez été sélectionné pour l'équipe du Mali, donc 21 sélections. Oui, je ne vais pas compter, mais quand 21 sélections en Afrique, ça fait à peu près le double. Compliqué. Et alors c'est un bon souvenir, ça, ces sélections dans l'équipe nationale. Magnifique. Il y avait qui dans l'équipe avec vous, un peu connu? Une belle équipe. Il y avait moi, il y avait Seydou Keita, il y avait Cédric Kanté qui jouait, Cédric Kanté qui a joué ici. Bien sûr. Fousseni Diawara, Fred Kanouté, Mamadou Dila Diarra qui joue à Lyon, au Real de Madrid. Ouais, il y avait du monde, Brahim Thiam. Ouais, il y avait une petite équipe. Alors on va revenir sur le GC Nice. Alors votre sentiment un petit peu sur le projet que vous voyez un petit peu de loin là-haut de la région parisienne, de l'arrivée du nouveau stade. Vous avez découvert il y a 2 ans, je crois. Vous êtes venu ici il y a 2 ans. Moi, je suis venu contre lui. Par contre, vous n'avez pas visité le centre d'entraînement? Non, je n'ai pas vu encore son entraînement. C'était une priorité de refaire son entraînement déjà. Ah bah oui, c'est clair. Ouais. Mais non, c'est bien. C'est malheureux de quitter le rêve, mais économiquement et sportivement, si tu veux atteindre les sphères du football, au bout d'un moment, il faut augmenter le capital, il faut attirer les investisseurs, donc forcément, il faut passer à quelque chose de plus grand. Après, il n'y a que les résultats qui vont amener tout cet engouement pour le public niçois. De toute façon, le public niçois, allez, il y aura toujours 15 000 minimum, c'est clair. Mais s'ils veulent vraiment emmener toute cette ville avec eux, il leur faudra encore des résultats plus que ça. Et c'est ce qui va arriver dans le futur, parce que je pense que Patrick a les épaules pour, et c'est ce qu'il fait, il connaît le football. Après, il faut lui donner les moyens aussi, je pense, de pouvoir recruter pour être tranquille, pour mettre son projet de jeu en place. Mais voilà, c'est magnifique. On voit le centre d'entraînement qu'ils ont fait et le stade qu'ils font. Il faut que leur tire un grand chapeau. Avant, vous aviez des Traoré, des Pamaro, maintenant vous avez des Balotelli, des Belanda, c'est peut-être un peu bien. C'était pas mal quand même, Traoré, Pamaro. Ouais, c'était pas mal, chacun son époque. Alors après, si on vous avait dit, si on vous avait dit même à vous, il y a une dizaine d'années que vous seriez entraîneur, vous l'auriez cru? Non, pas du tout. Parce que vous êtes entraîneur aujourd'hui, vous entraînez l'ancienne division d'honneur régionale, donc en R2, choisi le roi. Ouais, choisi le roi, c'est ça, effectivement. Vous avez commencé par des jeunes, et donc, alors vous voulez aller jusqu'où alors pour entraîneur? Je passe le diplôme, l'année prochaine je passe le diplôme supérieur, ce qui est le DES, qui permet d'entraîner jusqu'à national non professionnel. Vous avez le DES pour moi? Oui.
Et après, il y a 2 EPF à aller chercher pour entraîner les pros, donc je me laisse aucune limite, pourquoi pas. Ah non, bien sûr, il ne faut pas. Non, après voilà, je pense que je m'y retrouve là-dedans, c'est un métier que je ne connaissais pas et que j'aime, c'est ce qui me rapproche le plus du terrain dans mes convictions et dans ce que j'ai envie de transmettre aux autres. Après, si c'est pour faire comme les autres, être consultant tout le temps, toute sa vie, ou être agent de joueur, je ne sais pas où tu vas transmettre tout ce que tu as acquis. Moi, ce que j'ai envie, c'est de transmettre, sinon ça sert à rien. Pourquoi garder tout ce que j'ai acquis pour moi? Voilà, je pense qu'il faut être transmettre et c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, comment ça se passe pour moi avec Choisy le Roi? C'est entraînement le soir du coup. Ouais, entraînement le soir parce qu'on est dans l'amateurisme, bien sûr. On n'est plus des professionnels, on est des amateurs. Non, ils travaillent les gens. Donc il faut les récupérer après l'entraînement. On fait en général 19h30 vestiaire pour 20h terrain. On a un créneau de 20h à 22h. Voilà, c'est parfait. Entraînement le mardi, jeudi, vendredi, match le dimanche après-midi à 15h. Ok, bah écoutez, on va suivre les résultats donc, de Choisy le Roi. Et puis un petit pronostic pour le match de ce soir. Match nul. Match nul. Bah, quand même, Oui, le stade il va être plein, je ne vais pas vous dire un 0-0, tout le monde se lève, on dit un bon 2-2. Un bon 2-2. Alors on va passer aux questions des supporters. Allez. Samy, voilà. Lors d'un but contre Nice-Paris en 2006-2007, il y a eu un coup de sifflet qui est parti de la tribune tribune seconde base. Tu l'as entendu ou pas? Mais les tribunes, t'entends toujours des sifflets. Que ça aille à la 95e ou à la première minute, il y a toujours des coups de sifflet. C'est vrai qu'il avait fait polémique sur le coup de sifflet. Il avait dit que. Mais ton entraîneur, il t'a dit, tu t'arrêtes pas de siffler. Tu joues, donc l'arbitre, il n'a pas sifflé. Moi, j'ai pas entendu l'arbitre siffler à côté de moi, j'ai joué. Ils avaient qu'à jouer jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est des excuses de perdant, ça. Une autre question. Bonjour Samy. Bonjour. Parmi tes buts marqués avec Nice, pour toi c'est lequel le plus beau? Je peux pas en tirer parce qu'ils ont tous une signification. Après, que ça y ait un penalty tiré à Toulouse où on gagne, ou que ça y ait un but à la 92e contre Paris, ou que ça y ait en Coupe de la Ligue, ils ont tous une signification particulière parce que voilà, ils ont été mis dans une certaine circonstance. C'est toujours une joie de marquer, que ce soit pour Nice ou pour Paris. De toute façon, c'est en Ligue 1, c'est toujours une joie de marquer, de défendre les couleurs que tu représentes. Bah, allez, pour l'anecdote, on va dire celui de Paris quand même, où on les aidait, où on bat 0 là. Même celui du parc aussi leur fait mal le 2-1 aussi. Chez nous là-bas au parc. Ah, au parc. Non, à Nice. Parce que comme ça, tout le monde est supporter, ils sont heureux à Nice. Voilà, à Nice. Merci Samy. C'est moi qui vous remercie. Alors une petite deuxième question. Le joueur avec qui tu préférais jouer derrière, et après le joueur le plus technique que tu as rencontré. Celui que j'ai préféré jouer derrière. Ah, je vais dire Pancho. Voilà, parce que Pancho, on communiquait dans une langue bizarre sur le terrain, même nos potes, ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. Donc c'était bizarre, c'est pour ça qu'avec Pancho, il y avait une relation particulière, on sait pertinemment que voilà, on n'a pas besoin de se regarder, on sait qu'on pouvait signer l'un pour l'autre. Voilà, après le plus technique, il y a tellement de joueurs techniques. Après à Nice, il y a Babito Rodriguez qui est un phénomène, même Dominique Olani, c'est un super joueur. Il y en a eu des joueurs techniques, hein. Mahama, après à Paris, on a eu d'autres, c'est un autre calibre aussi. Il y a des Pedro Paoletta, des Roten, des Néné, des Calou. Non, il y a eu des joueurs après. Voilà, si on peut les défoncer à l'entraînement, on va les défoncer. Une question. Et l'attaquant qui t'a posé le plus de problèmes, le plus dur C'est pas spécialement un attaquant en particulier qui va me poser des problèmes, c'est parce que lui, il va se retrouver dans ma zone à un moment, il va se retrouver dans une autre zone à un autre moment. C'est plus leur animation offensive ou l'équipe en elle-même qui nous posait problème. Après, on va dire sur les dernières grosses années, c'était Lyon c'était chiant à jouer. Je me souviens d'un match ici, on les tourne. Résultat, on prend un but à la fin, on perd 1-0. Ils ont une époque où ils avaient de la réussite, ils avaient vraiment une belle équipe. Il y avait des Sonny Anderson, des Govou devant, Julinho, ils avaient du beau monde. Après, c'est pas un joueur particulier. Même l'année où il y a Drogba qui est à Marseille, il fait une super année. C'était pas lui spécialement, c'était un ensemble de choses. Ouais, c'est plus l'équipe
pas forcément. Encore une question? Non, plus de questions? Allez, on va passer au... Ben, on va vous remercier. Samy, on va l'applaudir bien fort. Merci, merci à vous. Merci à vous. Merci de votre humeur, de votre gentillesse. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et puis bon, on a bien rigolé avec les anecdotes, donc voilà, tout va bien. C'est gentil. On a bien démarré l'après-midi. J'espère. Et puis bah voilà ce que je voulais dire pour les petites... voilà le feutre. Voilà, les photos. Attends, je vais donner les cartes qui sont derrière. O la più bella Nisa, regina dei flu, li tiu vitorisa, io canterai tu giù, canterai di montagna, io tiu tan de cor, li tiu verdi campagna,